Bon, Gassan m'a demandé de vous parler des nouvelles frontières thérapeutiques de la maladie migraineuse. C'est vrai qu'il y a des nouveautés qui ont transformé la maladie migraineuse, et c'est ça mon sujet, c'est-à-dire quelles sont les différentes molécules, les différentes façons donc de les classer et de les choisir. Donc d'abord, on distingue la migraine épisodique et la migraine chronique. Moi, cette définition m'ennuie toujours un peu, parce que c'est moins de 15 jours par mois pour la migraine épisodique et plus de 15 jours par mois pour la migraine chronique. Alors, ça m'ennuie un peu parce que si c'est 5 jours et épisodique, mais chaque crise dure 2 jours, ça fait quand même un certain nombre de jours dans le mois qui sont totalement inconfortables et pour lesquels il y a peut-être nécessité de prendre un traitement de fond, alors que dans la migraine épisodique, normalement, c'est un traitement de crise et pas forcément de traitement de fond. Alors, quels sont les traitements de crise? Donc les lister, et puis ensuite, les choisir, et dans quelles circonstances et dans quelles conditions, et quels sont les éléments du choix. Tout d'abord, il y a les antalgiques, paracétamol et aspirine, et je dois dire qu'il y a un regain de l'aspirine dans les céphalées migraineuses, car c'est une maladie qui existe dans tous les pays du monde, et il y a beaucoup de pays pour lesquels il n'y a pas de triptan, il n'y a pas forcément d'anti-inflammatoires à viser, donc migraine, et tous peuvent être utilisés d'ailleurs, et l'aspirine, a un regain d'intérêt dans tous ces pays à faible développement. Les AINS, la Société française des migraines et céphalées a choisi de les classer en fonction de la qualité de la preuve d'efficacité, la force de leur recommandation et l'hyposologie. Et vous voyez qu'ils sont quasiment tous, je ne vais pas le faire, mais les citer les uns après les autres, mais ils ont tous une preuve d'efficacité élevée et une force de recommandation qui est évidemment forte. Donc on peut les choisir. Les triptans, l'arme absolue. Alors l'arme absolue, point d'interrogation. Alors vous avez différentes formes, des comprimés, des sprays, des lyocs, des suppositoires, et il faut essayer donc de déterminer qu'est-ce qui est le plus efficace et comment on fait. Alors, 60 à 70% sont répondeurs à 2 heures. C'est un des critères. Il faut que la céphalée soit diminuée de façon importante ou n'existe plus, c'est peine free à 2 heures. Le soulagement significatif, l'intensité est sévère et elle passe à légère, mais elle existe toujours. Et le pain free, c'est-à-dire plus de douleur du tout, c'est 26 à 38%. Ça concerne effectivement la céphalée, c'est-à-dire le caractère pulsatile, mais aussi les symptômes associés. Et il y a des réponses, en fonction des individus, qui sont extrêmement larges. Mais les essais cliniques sont particulièrement rigoureux. Vous voyez ici, ça, c'est les patients qui sont soulagés en moins de 2 heures, mais elle existe toujours. La céphalée est passée de sévère à légère. Vous voyez qu'il y en a 2 qui se distinguent des autres. C'est à la fois donc l'élitriptan, donc le Relpax et le Maxalt qui se dégagent donc des autres triptans. Pain free à 2 heures, plus de douleur du tout à 2 heures, c'est le risatriptan, donc plutôt le Relpax, et encore une fois là aussi le Maxalt, qui sont donc les plus efficaces. Et puis, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des réponses constantes? Oui, il y a une constante des réponses. Il n'y a pas d'effet classe. Si on essaye un triptan et que ça ne marche pas, il n'y a pas de raison pour ne pas en essayer un autre et qui marchera. Ensuite, il y a une différence d'efficacité et de tolérance. Il n'y a pas d'efficacité sur l'aura du triptan, puisque pour faire simple, les artères cérébrales ont un calibre, et puis quand elles sont vasoconstrictées, c'est l'aura. Quand elles reviennent au calibre normal, c'est la céphalée. Et quand c'est pas la céphalée, c'est le calibre normal. Et si on laisse passer l'aura, on peut utiliser un triptan par la suite, puisque c'est une vasodilatation. Si on prend un triptan au moment de l'aura, on est moins efficace sur la céphalée et on va augmenter l'aura. Donc attendons, laissez passer l'aura pour avoir le caractère pulsatif de la céphalée et prendre à ce moment-là un vasoconstricteur qui est le triptan finalement. Il n'y a pas de différence d'efficacité et de tolérance entre les différents triptans. Il y en a quand même quelques-uns, mais c'est minime. Et puis il y a l'efficacité sur la migraine matinale, cataméniale. C'est reproductible sur 3 crises au moins. Et il n'y a pas d'épuisement avec le temps. C'est ça qui est intéressant. Quand on a un triptan qui marche, on a intérêt à prescrire le triptan de façon régulière. Alors on va essayer sur 3 crises, mais ça je vais le prendre donc après. Je vais vous en parler après. Je vais parler plutôt de la récurrence des crises. La crise peut très bien être traitée en moins de 2 heures, le matin, et réapparaître en fin d'après-midi ou le lendemain ou dans la nuit. C'est la récurrence des crises. C'est 20 à 40%, quelle que soit la molécule, et sûrement la molécule qui semble le plus adaptée, c'est l'almogran sur la récurrence, mais il y en a également d'autres. Alors, que faut-il faire? Traitement précoce, inférieur à 1 heure après le début de la céphalée.
Ça s'appelle le traitement précoce. Si crise légère, AINS, et ajouter un triptan 1 heure après s'il n'y a pas de soulagement. Si crise modérée à sévère débutée par un triptan, et rajouter un AINS 1 heure après s'il n'y a pas de soulagement. Si crise de migraine avec aura, c'est d'abord l'AINS, et on attend le caractère pulsatile, la céphalée, pour prendre le triptan. Alors, moi je veux dire que j'ai beaucoup de mal quand on demande aux femmes si c'est la maladie de la femme quand même, il y a aussi des hommes bien sûr, mais si c'est légère, sévère, modéré, en fait, le patient ou la patiente a intérêt à prendre le triptan qui marche le mieux d'emblée, et c'est ce qu'elles font d'habitude, sans passer par l'AINS. Et pourtant, c'est bien dommage, parce que l'AINS peut soulager complètement donc, la crise de migraine. Alors, on adopte une stratégie qui, c'est celle que j'ai adoptée pendant 25 ans, c'est vous prenez sur 3 crises un AINS d'emblée, la migraine sans aura, un AINS d'emblée, si ça ne marche pas dans les 2 heures, eh bien vous prenez le triptan. Et vous faites 3 crises. Schématiquement, 2 hypothèses. Les 3 crises, vous avez pris l'AINS et il n'y a pas eu besoin de prendre de triptan. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de triptan. Deuxième hypothèse, outrancière, je dirais, c'est vous avez pris l'AINS en première ligne et vous êtes obligé à chaque fois de prendre le triptan en deuxième ligne. C'est plus la peine de prendre l'AINS, vous prenez le triptan en première ligne pour les crises qui vont suivre. Alors, il y a de nouveaux produits, les antagonistes des récepteurs du peptide qui sont liés à la calcitonine. Alors, il y a des recommandations, 2021. Il y en a un qui est disponible. Alors, c'est un peu compliqué. On dit que c'est un traitement de crise, mais on le prend aussi en traitement de fond 1 fois tous les 2 jours. Il y a des études qui montrent qu'il y a une efficacité sur la récurrence des crises et sur le suivi, enfin tout du moins la récidive des crises douloureuses. Alors, c'est un peu compliqué et je dois dire que c'est un médicament qui est cher. Je ne sais pas, Caroline et Gassan, mais c'est, je crois, 50 € le comprimé. C'est à peu près ça, je crois. Hein, non, c'est ça Oui. Alors, surtout comme c'est en traitement, oui, ça revient à ça. Ben oui. 64, ça dépend. Alors, quand on a des migraines fréquentes, ça revient cher. Et quand la migraine est chronique, qu'on prend 1 fois tous les 2 jours, c'est quand même pas donné du tout. Mais on va voir aussi que il y a d'autres traitements qui sont aussi un peu onéreux. Alors d'abord, pour la migraine épisodique, quels sont les traitements de fond? Alors moi, je les propose quand il y a même 5 ou 6 crises par mois, mais qui durent 48 heures. Ça fait 5 fois 48 heures, ça fait un nombre de jours considérable. Là, ça vaut le coup, dans la migraine épisodique, eh bien, de prendre un traitement de fond. Qualité de la preuve, vous voyez que amitriptyline, propanolol, métoprolol, kétoprophène, candesartan, voilà, et le topiramate dont je parlerai avec le valproate dans un deuxième temps. Donc les recommandations, la preuve d'efficacité est élevée pour ces produits-là. Qu'est-ce qu'on va choisir et comment on va les classer? Et les autres, il y en a qui ont l'AMM et d'autres qui n'ont pas l'AMM. Les 4 premiers sur la colonne de gauche ont l'AMM. Les 5 premiers, pardon. Candesartan n'a pas l'AMM et l'oxétorone a l'AMM. Il a été qualifié d'efficacité faible. Je dois dire que je suis un peu surpris dans le sens où je n'ai pas cette notion-là avec les patients que j'ai pu traiter. Mais de toute façon, il est indisponible actuellement et il ne peut être proposé par les pharmacies que pour les patients qui ont déjà ce produit-là depuis des années. Et là, il faut que le pharmacien téléphone chez Sanofi, pour ne pas le citer, avec un numéro spécial pour que la pharmacie soit approvisionnée. C'est un peu compliqué. Alors, je reviens aussi sur le topiramate. Jamais chez la femme en âge de procréer, on va revenir dessus, mais aussi sur le valproate. En traitement de fond de première intention, dans la migraine épisodique. D'abord, propanolol ou métoprolol, en première instance, en première intention. Et en deuxième intention, si ça ne marche pas, eh bien à ce moment-là, c'est l'amitriptyline, le candesartan et le topiramate qui est contre-indiqué chez la femme en âge de procréer. En traitement de fond, de première intention, dans la migraine chronique, d'abord le propanolol, ça reprend un peu ce que j'ai dit il y a un instant, et le topiramate ou l'épitomax, qui a un haut niveau de preuve dans la migraine chronique, qui donne des résultats particulièrement intéressants, mais qui est une augmentation du risque d'autisme multiplié par 3 si poursuite du traitement pendant la grossesse, c'est quand même pas insignifiant, et c'est donc une contre-indication pour la femme enceinte ou la femme en âge de procréer. Et puis il y a le traitement de fond injectable, recommandé dans la migraine, après échec d'au moins 2 traitements de fond oraux. Ça, c'est matière à discussion, puisque le dernier papier qui est sorti et que j'ai mis à la fin de ce diaporama montre qu'en fait, il pourrait être proposé en première intention. C'est un peu discutable, je veux dire. Alors, c'est la toxine botulique
qui est réalisé donc, pour le médecin formé. C'est élevé dans la migraine chronique, mais pas efficace dans la migraine épisodique. C'est donc le Botox. Et puis il y a les anticorps anti-CGRP, voilà, qui ont transformé quand même les choses en traitement de fond oraux. J'ai mis en jaune les noms des produits, voilà, et puis les pharmacologiques en blanc. C'est élevé pour les 4 d'entre eux dans la migraine chronique et élevé également dans la migraine donc épisodique. Alors ça pose un problème quand même. Ça pose un problème pour tous ces traitements sur l'éducation du patient. Donc qu'est-ce qu'il attend? Ce que nous attendons, c'est la réduction du nombre de jours de migraine de 50% dans la migraine épisodique et 30% dans la migraine chronique. Il faut que ça dure dans le temps, que ça soit efficace. Et ça, c'est au 3e mois de traitement qu'on juge si le traitement de fond n'est pas efficace, on en change, ou si au contraire, il répond aux critères que je viens de donner, et à ce moment-là, on continue. C'est réduire la consommation des traitements de crise, c'est-à-dire agir sur 3 paramètres. C'est l'intensité, la fréquence et la durée de chaque crise. Voilà, c'est ça qui va nous guider. C'est pour ça qu'on donne aux patients un agenda de la migraine. Alors, la stratégie thérapeutique, dans la migraine épisodique, en première ligne, les bêta-bloquants, si inefficace, amitriptyline ou topiramate. En deuxième ligne, les autres traitements qu'on a vus sur les diapositives précédentes, ça dépend un peu de l'expérience donc de chacun. Et puis, s'il y a échec à 2 traitements, c'est-à-dire inférieur à 8 jours, eh bien, on prend un autre traitement dans la migraine épisodique. Et si c'est supérieur à 8 jours, on fait appel aux anti-CGRP. Alors, dans la migraine chronique, en première ligne, le topiramate, le propranolol et les bêta-bloquants. En deuxième ligne, je viens de le dire, ça résume un peu ce que j'ai dit. Attention, le topiramate est contre-indiqué dans la grossesse. Plus de possibilités depuis 2023 de prescrire par les médecins généralistes le topiramate sans consultation neurologique au préalable, avec un accord annuel de soins chez les femmes en activité génitale. Autrement dit, c'est quand même donc très compliqué. Et voilà le dernier papier qui est sorti récemment. Vous voyez que c'est la Société française de migraine et céphalée qui propose, d'ailleurs Caroline, tu es dans les signataires, je crois que oui, c'est ça, voilà, il me semble. Eh bien, et ça c'est une question que je vais te poser, parce que le message important de ce papier, c'est la position de la société française sur l'utilisation des anticorps monoclonaux. En termes d'efficacité et de sécurité, eh bien, on pense, la société migraine-céphalée pense que ces traitements peuvent être proposés en première ligne. Alors, c'est bien, mais il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale. Autrement dit, c'est un peu compliqué, parce que le traitement, j'en prends un par exemple, qui est en sous-cutané, et puis il y en a 3 en sous-cutané, et il y en a un en intraveineux, en perfusion. Les 3 en sous-cutané, c'est une injection mensuelle, et on fait le point à 3 mois ou à 6 mois. Et l'injection, pour l'un d'entre eux, c'est une dose de charge de 2 injections le même jour, c'est 250 € l'injection. Le deuxième mois, c'est 250 €, donc ça fait 500. Deuxième mois, 250. Troisième mois, 250. Et la question après, c'est qu'est-ce qu'on fait? Si ça marche, est-ce qu'on espace et on attend 3, 4 mois, 6 mois? Ou est-ce qu'on continue pendant 3 mois de plus sur 6 mois? Il y a différents papiers qui sont sortis qui ne permettent pas, à mon sens, de trancher dans un sens ou dans l'autre. C'est donc un petit peu compliqué. Et puis il y en a un qui est en intraveineux, et là, ça se fait en hospitalisation de jour. Donc il n'y a pas de charge pour le patient, mais c'est tous les 3 mois et c'est en intraveineux durant 30 minutes à 45 minutes. Donc c'est un problème parce que ça transforme quand même la vie des gens. Et puis Gassan m'a demandé de parler des traitements frontières. Alors traitements frontières, après, c'est un peu en fonction de l'expérience de chacun. Il y a l'activité physique, le sport, l'effet protecteur, l'acupuncture, un bon niveau de preuve. La relaxation, le biofeedback, enfin les TCC, la TENS, je ne comprends pas trop comment on peut faire et pourquoi, parce que c'est un peu compliqué. Et puis il y a le bandeau réfrigérant. Je veux dire que je n'ai pas honte de le proposer à certains patients qui me disent quand j'ai mal à la tête, je mets du froid et ça m'aide. Je leur dis allez sur Amazon et achetez le bandeau réfrigérant parce que ce n'est pas remboursé, je ne peux pas vous faire une prescription des bandeaux réfrigérants. Et puis il y a le procédé céphalie qui m'a toujours un peu étonné. Je l'ai vu à l'American Pain Society à Boston, j'ai vu le stand, c'est un peu particulier, je n'ai pas compris le mécanisme, je dois dire, mais les résultats montrent qu'il y a un effet supérieur au placebo. C'est un petit dispositif qu'on met sur le front qui envoie des ondes magnétiques qui stimuleraient l'axe trigémino-vasculaire, c'est un peu donc compliqué comme explication, et ça entraîne pour certains patients des améliorations de qualité. Donc je l'ai mis pour être exhaustif.
J'en ai proposé chez certains patients, je dois dire que je n'ai pas eu de très bons résultats. En plus, ça n'a rien de péjoratif, c'est une société belge qui les commercialise. C'est aussi sur Amazon ou sur Internet et c'est 50 € la location pour un mois. Voilà. Donc voilà un peu ce que Ghassan m'a demandé donc de traiter et je suis accessible à toutes les questions, y compris à poser des questions à Caroline sur l'indication des anticorps monoclonaux et des GEPAN et des DIDAN. Merci. Y a-t-il des questions? Oui. Justement sur les anticorps monoclonaux, donc du coup, quelle est l'indication? C'est-à-dire à partir de quand vous les proposez? Et surtout, qu'est-ce que vous en attendez? Parce que vous disiez réduction de 50% pour la migraine épisodique, etc. Est-ce que c'est la même chose? Et est-ce qu'on continue les traitements, enfin, si jamais on a un patient qui est en est-ce qu'on continue les traitements de crise, etc., ou tout ça, ça se modifie? Ce sont vraiment donc les bonnes questions. Les indications, c'est quand 2 traitements de fond par voie orale ont été proposés et n'apportent pas le succès espéré. À ce moment-là, on peut proposer un anticorps monoclonal. Alors après, tout dépend. Il y a des gens qui me disent, moi, quel que soit le coût, ça m'est égal, c'est un dispositif pré-rempli, je préfère le faire chez moi, je vais à la pharmacie et je prends mon stylo et tous les mois je m'injecte. C'est un peu comme les antidiabétiques qui font maigrir actuellement, c'est à peu près pareil. L'Ozempic, c'est un stylo, on ne sent pas les piqûres du tout. Je l'ai essayé, on ne sent pas du tout les piqûres. Je n'ai pas essayé donc les anticorps monoclonaux, mais certains disent, mais moi, c'est pas financièrement, ça n'est pas un problème pour moi, je préfère ça que de rester 15 jours dans mon lit et à prendre des traitements de fond qui n'ont pas réussi depuis des années. Les autres traitements peuvent être proposés en hôpital de jour, et ça c'est un peu différent parce que ça n'a pas le même coût. Mais moi je voudrais quand même poser la question, est-ce que Caroline et Ghassan, vous êtes d'accord pour dire 2 traitements de fond par voie orale échec et on donne un anticorps monoclonal, ou comme dans le papier dont tu es signataire, tu dis en première intention. C'est provocateur. Hein. Gentiment provocateur. Le papier était effectivement provocateur, mais c'était parce que ça reprenait de nombreuses études et notamment des études de vie réelle, puisque tous les autres pays d'Europe et l'Amérique en premier, c'est remboursé. Donc ils ont énormément de données. Et il y a 2 problématiques. Il y a la problématique que chez les patients, en effet, quand on l'arrête, on a l'impression que ça revient et qu'on perd de l'efficacité si on le réintroduit. Et alors qu'on dit toujours qu'un traitement de fond, on le garde pendant 1 an et après, si les patients vont bien, on l'arrête. Et en vraie vie, c'est pas ce qui se passe vraiment avec les anticorps. Et ce qui semble apparaître, c'est que finalement, plus on traite tôt, plus on va saturer le CGRP. Et le fait de saturer le CGRP, on va prévenir l'aggravation des patients pour pas qu'ils deviennent justement ces fameux patients qui ont cette indication avec des tableaux de migraine chronique multiréfractaires. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Mais financièrement, c'est pas possible, c'est pas remboursé. Mais ça pourrait être une question un peu de santé publique, se disant que tous ces patients chez qui on dit on essaye, ça marche pas, on réessaye, ça marche pas, on réessaye, le rationnel, il est peut-être pas si bon que ça, et peut-être que on devrait commencer et taper fort en quelque sorte. Mais en médecine, on est un petit peu comme ça, sauf quand il s'agit de pathologies très graves, mais on a tendance à y aller un petit peu doucement. Voilà. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Simplement, c'est que la migraine, le diagnostic avec la migraine probable, c'est quasiment 30% des femmes françaises qui sont migraineuses. 30%, ça a un coût et c'est une inflation financière catastrophique. Enfin, catastrophique, entre guillemets. Hein. Pas pour les patients, au contraire. Mais c'est un choix de santé publique. Mais on ne connaît pas le coût non plus. Enfin, je n'ai pas vu d'études socio-économiques sur les arrêts de travail, la consommation de neurologues, la consommation de médecins généralistes, la consommation, etc., de produits, et puis l'impossibilité de travailler, d'être en situation de productivité. Car la plupart des femmes sont en situation de productivité, puisque, en général, c'est
à l'âge de productivité qu'on a donc des céphalées, des douleurs migraineuses. Alors l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est à 3 mois d'un anticorps monoclonal? Est-ce qu'on suit les recommandations de l'industrie qui dit 6 mois? Ou est-ce qu'on attend la récidive d'une crise, si ça a bien marché, peut-être 2 mois, 3 mois après, 4 mois après? Comment fait-on? Dans mon expérience, c'est ce que je fais. Mais le rationnel, c'est le portefeuille du patient. Donc c'est pareil, s'il n'y a pas... mais c'est un petit peu ce qu'on fait tous. On a tendance à espacer de plus en plus les injections si le patient va bien et voir s'il y a à un moment donné un effet de fin de dose et là, il refait son injection, en effet. Et quand vous dites que ton patient va bien, c'est-à-dire qu'il doit faire 0 crise ou combien de crises quand vous dites j'espace les injections si le patient va bien. Il va bien, ça dépend de ce qu'il attend, le patient. Oui, ça dépend de ce qu'il attend, d'accord. Si pour lui avoir 3 crises par mois alors qu'il en avait 15, ça lui va, d'accord. Si c'est une migraine chronique qui devient épisodique et qui, avec un triptan, est soulagée en moins de 2 heures, 3 fois par mois, alors on a fait baisser la fréquence des crises. Hein. Donc à ce moment-là, c'est considéré comme un bon résultat en général. Et les patientes nous disent ça n'a rien à voir avec avant, ça n'a rien à voir du tout. Et maintenant, ça va très bien. Parce que ces patientes-là, elles ressortent, elles ont une vie sociale, etc. Là, on n'annule pas les vacances, ni les repas le soir, ni les anniversaires et tout ça. Ça change la vie quand même. Franchement, c'est vraiment, ça transforme tout.